Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est un peu partout en ce moment. Notre rapport au réel. Un rapport qui semble de plus en plus tendu, presque conflictuel. Ouais, on a cette impression d'une volonté générale de tordre la réalité pour qu'elle colle à nos désirs. Que ce soit par l'idéologie, la technologie ou juste la conviction, quoi. C'est une confrontation qui, je trouve, définit vraiment notre époque. Tout à fait. Et pour plonger là-dedans, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre de Gérald Bronner, À l'assaut du réel. La question de fond, c'est de comprendre comment cette pulsion, qui est très humaine au fond, vouloir que le monde se plie à nos volontés, Oui, cette vieille envie. voilà, comment est-ce qu'elle prend des formes si nouvelles et parfois si radicales aujourd'hui. On va essayer de décortiquer un peu les racines de tout ça, les racines historiques, psychologiques. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, le livre, il démarre très fort, avec un exemple assez choc qui se situe en 2025 dans une administration Trump, Oui. et les sources décrivent des actions assez sidérantes. Par exemple, la suppression pure et simple de 2000 ensembles de données. Des données sur le climat, sur des questions sociales, hop, disparues des sites des agences fédérales. C'est comme si on arrachait des pages d'une encyclopédie. Et ce n'est que le début. Le livre mentionne aussi la nomination de Robert Francis Kennedy Jr., qui est quand même connu pour ses positions anti-vaccins, à la tête de la santé. C'est énorme. Ou encore, un décret présidentiel, le titre est presque drôle, hein. Restaurer la vérité et le bon sens dans l'histoire américaine. Sauf qu'en réalité, ça vise à imposer un récit unique, un récit patriotique. Ça fait immédiatement... ça fait penser au film Don't Look Up, non? Ah oui, complètement. L'analogie est évidente. Sauf qu'ici, on ne dit pas juste aux gens de ne pas regarder la comète. On va plus loin. On casse les télescopes pour être sûr que personne ne puisse la voir. On efface les données, on met en place des gens qui nient les faits. C'est exactement ça. Mais le livre suggère que c'est encore plus profond. Dans Don't Look Up, les personnages, ils nient un fait, un seul fait, la comète. Oui. Ce que Bronner décrit ici, avec ses exemples, c'est une tentative de détruire l'outil même qui produit les faits. On n'attaque plus seulement la vérité, mais les conditions qui permettent d'établir ce qui est vrai. La nuance, elle est terrifiante. On passe de la post-vérité à une sorte de post-réalité. Cette idée de post-réalité, ça semble très, très actuel. Très liée au numérique, aux fake news. Mais le livre, il soutient que les racines sont plus anciennes, qu'il faut remonter à mai 68. Ça m'a un peu surpris. Oui, ça peut paraître étonnant. On associe 68 à un élan poétique, à une utopie. Mais si on écoute bien les slogans... Soyez réaliste, demandez l'impossible. Voilà. Ou l'imagination au pouvoir. Oui. Ou le plus direct de tous, prenons nos désirs pour des réalités. On voit bien qu'il y avait déjà ce principe. La réalité objective, c'est un obstacle. Un obstacle dont il faut s'affranchir. D'ailleurs, le livre raconte une histoire qui résume ça à la perfection. C'est l'histoire de Bernard Cousin. C'est lui, l'auteur du fameux slogan « Sous les pavés la plage ». Une image magnifique. Magnifique. Et que devient-il? Des années plus tard, il est médecin dans un petit village et adjoint au maire, responsable de la commission des travaux. L'homme qui rêvait de la plage sous les pavés se retrouve à gérer la voirie. Ce n'est pas un échec, c'est une métaphore parfaite de la vie. C'est la rencontre inévitable entre un désir infini et un monde fini, avec ses contraintes, ses budgets, ses nids de poules. C'est ça. Mais ce qui a vraiment changé depuis 68, c'est la nature de ce désir. À l'époque, c'était un désir de désaliénation collective. On voulait abattre les structures, la société bourgeoise, pour libérer tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, le combat il semble beaucoup plus personnel, non? Le grand projet de notre époque, c'est devenir soi-même. Ce n'est plus « libérons-nous ensemble », mais plutôt « le monde doit s'adapter pour que moi je puisse m'épanouir ». Exactement. Et cette individualisation, ça change toute la boussole morale. L'exemple de Daniel Cohn-Bendit est frappant. En 1982, il tient des propos à la télé sur la sexualité enfantine, des propos qui sont aujourd'hui absolument indéfendables. Totalement. Mais à l'époque, c'était encore perçu par certains, dans cette logique post-68, comme une forme de libération des mœurs, une lutte contre les tabous. Aujourd'hui, le prisme a complètement changé. La priorité absolue, c'est la protection de l'individu, de la victime, contre le désir sans limite de l'autre.
Le désir collectif s'est effacé. Donc on a cette bascule vers l'individu dans les années 60, mais le désir lui-même, cette envie de tordre le réel, j'imagine que c'est bien plus ancien que ça. Est-ce que le livre remonte aux origines? Il remonte à la toute première histoire jamais écrite, l'épopée de Gilgamesh. On parle d'un texte qui a plus de 4000 ans. Ah oui, quand même. Gilgamesh, c'est un roi de Mésopotamie, surpuissant, 2 tiers dieu, 1 tiers homme. Il est arrogant, il prend ce qu'il veut, rien ne lui résiste. Et pour le calmer un peu, les dieux créent Enkidu, un homme sauvage. Et cet homme devient son égal, son miroir, son seul ami. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'après un défi de trop, Enkidu est condamné à mourir. Gilgamesh assiste, impuissant, à son agonie. Et pour la première fois de sa vie, ce roi tout-puissant, il se heurte à un mur inenfranchissable, la mort. Il est terrifié. Et sa réaction, elle est fondatrice. Il ne se résigne pas, il ne l'accepte pas, il refuse, il décide, pour reprendre l'expression du livre, de saisir le réel à la gorge. Il se lance dans une quête éperdue, aux confins du monde, pour arracher aux dieux le secret de la vie éternelle. Il est le premier homme à déclarer la guerre à sa propre condition, en fait. C'est ça, le premier héros tragique. Et bien sûr, il échoue. Il échoue, oui. Il n'obtient pas l'immortalité. Mais l'important, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'élan initial. Ce refus, cette conviction que son désir de vivre est plus légitime que la loi de l'univers. C'est la signature de notre espèce. C'est ce qui nous distingue des autres animaux. Et Bronner a une expression pour ça. Il nous appelle les... Les singes magiciens. Nous sommes les seuls primates à croire que notre volonté peut altérer les lois de la physique. J'aime beaucoup cette image, singe magicien. Mais qu'est-ce qui, dans notre cerveau, nous rend capable de ça? J'avoue que j'ai eu un peu de mal à visualiser cette idée de 5e dimension dont parle le livre. Il y a une analogie, je crois, avec un vieux roman, Flatland. Oui, et c'est une analogie très utile. Flatland, c'est un livre de 1884 qui imagine un monde en 2 dimensions. Ses habitants sont des formes géométriques, des carrés, des cercles... D'accord. Ils peuvent aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Mais pour eux, la notion de hauteur, le haut et le bas, c'est un concept abstrait impossible à imaginer. Si une sphère traverse leur monde, ils voient juste un cercle qui grandit puis qui rétrécit. Pour eux, c'est de la magie pure. Ok, donc nous, on vient en 3D, l'espace, et on perçoit la 4e, le temps. Même si on ne peut aller que dans un sens. Voilà. Et l'idée de Bronner, c'est qu'il existe une 5e dimension, à laquelle nous, les humains, on a un accès privilégié. C'est le monde des possibles, qu'il nomme le Possible Land. Ce n'est pas une dimension physique, c'est l'ensemble de tous les futurs qui pourraient arriver. Ah, donc ce n'est pas juste voir le futur comme une prémonition. C'est plutôt voir tous les chemins possibles et essayer de forcer le passage vers celui qu'on préfère. C'est exactement ça. Notre singularité, ce n'est pas juste de percevoir cette dimension. Des expériences montrent que même des bébés de 8 mois ont des attentes probabilistes. Si on leur montre une urne avec plein de balles rouges et qu'on sort surtout des blanches, ils sont surpris. Ils ont une intuition du probable. D'accord. Mais ce qui nous définit, nous, c'est de vouloir activement manipuler ces probabilités pour faire advenir le futur qu'on a imaginé. C'est ça, être un singe magicien. Le problème, c'est qu'on a l'air d'être de très mauvais magiciens. Le livre donne des exemples de grands chantiers qui sont des catastrophes de planification. La Philharmonie de Hambourg. Budget initial, 77 millions d'euros. Coût final, 865 millions. Et 7 ans de retard. C'est incroyable. Plus de 10 fois le budget. Et ce n'est pas une exception. Le Parlement écossais, la Philharmonie de Paris, c'est systématique. On est chroniquement trop optimiste. Parce que notre cerveau est victime d'un biais. Pour qu'un projet aussi complexe réussisse, il faut qu'une multitude de conditions soient réunies. Pas de grève, pas de mauvaise météo, pas de pénurie de matériaux. Que tout se passe parfaitement, en gros. Voilà. Pris individuellement, chaque problème est peu probable. On se dit « ça devrait aller ». Mais notre esprit est très mauvais pour calculer les probabilités composées. La probabilité qu'aucun de ces problèmes n'arrive est en fait extrêmement faible. On est donc structurellement condamné à un optimisme déraisonnable. On a donc ce cerveau de singe magicien qui est mal câblé pour évaluer les chances de succès de sa propre magie. Ça ressemble un peu à la recette parfaite pour une frustration permanente, c'est la conséquence logique. Et cette idée n'est pas neuve, elle est au cœur des travaux des pairs dans la sociologie comme Émile Durkheim. Il a montré quelque chose de très contre-intuitif. Le taux de suicide augmente en période de crise économique, bon, ça on s'y attend, mais il augmente aussi en période de prospérité soudaine. Ah oui, oui.
C'est ce que Durkheim appelle l'anomie. C'est quand les normes sociales, les repères s'effritent. Nos désirs n'ont plus de cadre, plus de limites. Et un désir infini dans un monde fini, c'est la définition même de la frustration. Et on a des données modernes qui confirment ça. Le livre présente le paradoxe d'Easterlin. Il y a un graphique très parlant sur les États-Unis. Entre les années 70 et le début des années 2000, le PIB par habitant, donc la richesse moyenne, a doublé. Doublé, oui. Logiquement, on pourrait se dire que le bonheur a dû grimper en flèche. Et pourtant, la courbe du bonheur moyen déclaré est restée désespérément plate. Les gens n'étaient pas plus heureux en 2002 qu'en 1972, malgré ce gain de richesse et de confort spectaculaire. Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. La métaphore est forte. Imaginez courir sur un tapis de course. Vous faites des efforts, vous transpirez, mais vous restez au même endroit. On fait du surplace. Voilà. C'est pareil pour le bonheur matériel. Dès qu'on atteint un nouveau niveau de confort, on s'y habitue en quelques mois et ça devient la nouvelle norme, le nouveau point de départ. Nos exigences augmentent aussi vite que nos revenus. C'est une idée assez déprimante au fond. Ça veut dire qu'on est condamné à ne jamais être satisfait. Pas forcément, mais ça montre que le bonheur tiré de facteurs externes a des rendements très décroissants. Et surtout, ce tapis roulant, il est alimenté par un moteur surpuissant, qui est peut-être le principal responsable de notre insatisfaction. La comparaison sociale. Le fait de se mesurer en permanence aux autres. Absolument. Notre cerveau n'évalue pas notre bien-être dans l'absolu, mais toujours en relatif. L'exemple de la Norvège est fou. En 2001, le gouvernement a mis en ligne les déclarations de revenus de tout le monde. N'importe qui pouvait voir le salaire de son voisin. Ah oui, c'est radical. Une étude a montré que, suite à ça, l'écart de bonheur déclaré entre les plus riches et les moins riches s'est creusé de 29%. Voir que les autres gagnaient plus a rendu les moins riches objectivement plus malheureux, même si leur propre situation n'avait pas changé d'un iota. Il y a cette fameuse expérience menée à Harvard aussi, non? On demande à des étudiants de choisir entre deux mondes. Dans le premier, ils gagnent 50 000 $, mais les autres, 25 000. Dans le second, ils gagnent 100 000 $, le double, mais les autres, 250 000. Et la majorité choisit le premier monde. Ils préfèrent être 2 fois plus pauvres tant qu'ils sont plus riches que leurs voisins. C'est hérissant. Et ce mécanisme qui a toujours existé a été démultiplié à l'infini par les réseaux sociaux. Avant, on se comparait à son voisin de palier. Aujourd'hui, on se compare en permanence au monde entier. Sauf qu'on ne se compare pas à la vie réelle des autres, mais à une version mise en scène, éditée, idéalisée. Les vacances de rêve, le corps parfait, la réussite affichée. C'est comme si tout le monde passait son temps à diffuser la bande-annonce de son propre film. Un film où tout est formidable. Ce qui transforme la vie des autres en une source d'insatisfaction permanente pour soi-même. C'est le syndrome de Tantale généralisé. Dans la mythologie, Tantale est condamné à avoir faim et soif pour l'éternité avec des fruits et de l'eau qui se dérobent dès qu'il essaye de les saisir. Aujourd'hui, les fruits inaccessibles, ce sont les vies parfaites qu'on voit défiler sur nos écrans. Ça nourrit un sentiment d'échec, de la jalousie. Donc, si on résume un peu, on part de cette pulsion fondamentale, presque noble, de vouloir maîtriser le réel, celle de Gilgamesh. C'est elle qui nous a fait construire des cathédrales, aller sur la Lune. Mais aujourd'hui, cette même force, quand elle est détournée par une culture de l'individualisme roi et amplifiée par ces technologies de comparaison, elle semble se retourner contre nous. Elle ne produit plus du progrès, mais une frustration collective. Et ça nous laisse avec une question pour prolonger la réflexion. Si le bonheur recule à mesure qu'on avance vers lui, comme sur ce tapis roulant, et si on se dote d'outils de plus en plus puissants pour plier la réalité au moindre de nos désirs, tout en nous exposant aux désirs comblés des autres, ne serions-nous pas en train de construire, à l'échelle mondiale, la version la plus perfectionnée du supplice de Tantale? Un supplice numérique, où les fruits et l'eau que nous convoitons sans jamais les atteindre seraient les vies idéalisées et, par définition, inaccessibles des autres.